Si je vous disais qu'en ce moment même, des millions de guerres sont en train de se dérouler sous vos pieds. Des guerres violentes, stratégiques et surtout, qui ne s'arrêtent presque jamais. Et si je rajoutais encore, et que je vous disais que ces conflits sont menés par une des espèces les plus intelligentes socialement. Des insectes capables de battre des humains sur des puzzles qui reposent sur l'intelligence collective. Des insectes qui ont créé l'une des sociétés les plus complexes du monde animal. Tout ça semble irréaliste, pas vrai? Et bah pourtant, c'est bien le cas. Et cette espèce, c'est la fourmi. Avec plus de 20 millions de milliards d'individus, elles ont organisé une véritable micro-société qui ressemble pas mal aux civilisations humaines. Entre esclavage, agriculture, fourmis kamikazes et guerres ultra-violentes, aujourd'hui je vous emmène dans les fourmilières les plus fascinantes du monde. Mais avant de voir comment ces simples petits insectes sont capables de se transformer en monstres, faut d'abord que je vous explique comment fonctionne une colonie de fourmis. Et tenez-vous bien, parce que c'est un système très compliqué. Les colonies sont organisées en système hiérarchique. Tout en haut de la pyramide, c'est la reine. C'est la pièce la plus importante de la fourmilière. Elle surveille la reproduction et le bon fonctionnement de sa colonie. C'est un peu comme la présidente des fourmis. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Et c'est assez logique, parce que toute la colonie vient d'elle, grâce à un système, le vol nuptial. En gros, au début de sa vie adulte, la reine a des ailes. Elle va alors s'envoler et s'accoupler avec les mâles assez forts pour la suivre. Parce que oui, les fourmis mâles ont aussi des ailes. Après le vol nuptial, la reine perd sa capacité à voler et démarre une nouvelle colonie. Voilà, vous avez appris que les fourmis ailées existent. Maintenant, notre reine va passer le reste de sa vie à pondre et à être nourrie par les ouvrières, la prochaine colonne de notre pyramide. Ah, et ils deviennent quoi les mâles? Bah, ils meurent d'épuisement après le vol nuptial. Oui, c'est triste, mais on n'a pas le temps pour ça. J'ai des fourmis beaucoup plus intéressantes à vous présenter. Les ouvrières. C'est le ciment de la colonie. Elles nourrissent la reine, visiblement trop incapable pour le faire toute seule. Elles entretiennent le nid, elles collectent la nourriture. Elles creusent la fourmilière et les réseaux de galeries. Bref, elles assurent la survie du nid. À la troisième place, on retrouve les puéricultrices, qu'on va juste appeler babysitter, pour un souci de simplicité. Bon, je vous fais pas le dessin, je pense que vous voyez à quoi elles servent. Elles vont s'occuper des œufs et des larves de la reine, qui est même pas foutue d'assumer son rôle de mère. À la quatrième place, on retrouve les soldates. Bon, le nom parle de lui-même, hein. Elles vont défendre le nid en cas d'attaque, avec leurs mandibules. Elles peuvent aussi injecter un petit venin qui peut tuer certains insectes, l'acide formique. C'est un peu les gardes du corps de la fourmilière. À la cinquième place, on retrouve les agricultrices, des fourmis qui vont élever des pucerons, les insectes suceurs de sève, pour ensuite récupérer le liquide sucré qu'ils vont sécréter. Elles peuvent aussi produire des substances chimiques qui enlèvent les moisissures. Attends, donc là on a des insectes qui font un élevage d'autres insectes pour récupérer une sorte de miel? Oui, je vous avais dit que les fourmis ont un fonctionnement très complexe, qui se rapproche parfois du nôtre. Et malheureusement, pas que dans l'agriculture. On arrive dans le bas de la pyramide, un peu le tiers-état des fourmis. On commence avec les exploratrices. Elles vont se charger d'aller découvrir de nouvelles sources de nourriture et des potentiels nids pour le futur de la colonie. Le problème, c'est que ça nécessite de voyager assez loin, et que les fourmis, c'est un peu tout en bas de la chaîne alimentaire. Ces exploratrices se font donc piétiner, manger, écraser 90% du temps. C'est pour ça qu'elles sont souvent très âgées. Parce que les fourmis trouvent que c'est moins grave de perdre des collègues très vieux. La vie d'une exploratrice, c'est être constamment en danger, risquer sa vie à chaque expédition, tout ça pour tenter de trouver une autre source de nourriture que celle que la colonie a déjà. Ouais, pas sûr que ça soit très rentable. Et enfin, à la sixième place, on retrouve les esclavagistes. À quoi elles servent? C'est un peu compliqué de vous expliquer ça tout de suite. En fait, elles ont une fonction tellement spécifique que je préfère vous la présenter un petit peu après. Mais retenez bien ce terme, ça nous sera utile pour plus tard. Avec tous ces rôles, on peut se demander comment les fourmis s'identifient entre elles. On va prendre un exemple. Vous êtes une fourmi soldate chargée de trier les insectes devant la fourmilière. Vous décidez qui rentre et qui reste dehors. Mais là, vous avez un problème. Une fourmi vient devant vous et prétend être une ouvrière de la colonie. La fourmilière compte des milliers d'individus et vous savez pas si elle dit vrai. Comment vous faites pour savoir si c'est vraiment une collègue ou si c'est une infiltrée? La réponse est assez simple. Vous avez pas à le deviner. Les fourmis du même nid ont toutes la même odeur.
C'est dû à une couche de cire présente sur leur peau, qui dégage un parfum particulier. Donc vous avez juste à renifler la fourmi suspecte. Et si son odeur est différente de la vôtre, c'est la mort. Ouais, c'est comme ça que ça marche chez les fourmis. Et si vous trouvez ça brutal, dites-vous que c'est que le début. Vous savez maintenant comment fonctionne une colonie de fourmis. Et c'était pas facile, mais j'espère que maintenant vous comprenez à quel point ce système est complexe. Des puéricultrices en passant par les ouvrières, la reine et les soldats, c'est une vraie micro-société qui se déroule sous nos pieds. Et ça encore, c'est pour une seule colonie. Tout ça s'applique à chaque fourmilière, partout dans le monde. Et d'ailleurs, depuis le début, je vous parle de colonies. Mais ça représente combien de fourmis exactement? La réponse est assez variable. Mais pour vraiment se rendre compte de l'ingéniosité et du niveau d'organisation de ces insectes, il faut dézoomer un peu. Pour voir les prouesses techniques dont sont capables les fourmis, ça va paraître bizarre, hein, mais je vous emmène au Japon. Bienvenue dans la région d'Hokkaido. Oui, les paysages sont beaux, oui, la neige ici est magnifique, mais nous, on est là pour parler fourmis. Donc on va se rendre à Ishikari, une ville qui abrite l'une des plus grosses super colonies de fourmis du monde. Pourquoi ce mot? Vous allez vite comprendre. Cette super colonie habite plus de 45 000 fourmilières. Vous voyez notre système hiérarchique de tout à l'heure? Eh ben c'est ça, 45 000 fois. Plus de 306 millions de fourmis ouvrières et 1 million de reines, vivant sur une zone de 2,7 km². C'est 6 fois plus grand que le Vatican. Le système est tellement complexe et gigantesque qu'il me faudrait une vidéo tout entière pour vous l'expliquer. Mais en gros, les super colonies s'organisent avec des fourmilières principales, qui abritent la majorité de la population. Ces nids sont reliés à des fourmilières secondaires. Et pendant ce temps, des nids saisonniers sont installés pour éviter la surpopulation et abriter des fourmis pendant que les larves sont pondues. C'est une organisation extrêmement efficace qui prouve le génie et les qualités sociales de cet insecte. Mais même si je vous présente les super colonies comme une sorte de civilisation miniature, certaines d'entre elles sont un énorme problème. Et en parlant de problème, en ce moment même, des centaines de milliers de nids sont confrontés à un énorme souci. Ils ne trouvent plus de nourriture. Ça peut être pour plein de raisons, un environnement trop hostile, des exploratrices qui ne reviennent jamais, des ouvrières en sous-effectif, mais le constat est alarmant, la fourmilière a faim. Et c'est pas le seul problème que les colonies doivent affronter. Le manque de larves, de babysitters, mais dans tous les cas, la vie du nid est menacée. Pas le choix, il faut commencer une guerre. La guerre chez les fourmis, c'est quelque chose de très varié. Les méthodes seront pas les mêmes en fonction de l'espèce et du type de problème à résoudre. On va prendre un exemple. La colonie manque de main d'œuvre. Dans ce cas, la meilleure option, c'est d'organiser des raids. Ces méthodes sont souvent utilisées par les fourmis amazones, qui sont des insectes esclavagistes. Vous vous souvenez de la pyramide du début de la vidéo? Si les esclavagistes étaient généralement en bas de l'échelle, pour les fourmis amazones, elles se situeraient plutôt là. Mais en fait, ça veut dire quoi ce mot? C'est un type de fourmi qui va réduire en esclavage ses congénères, en les kidnappant à leur naissance, qui a lieu dans un nid ennemi. C'est à ça que vont servir les raids. Pourquoi c'est si important pour les Amazones? Déjà, ça permet de réguler le problème de sous-population. Et surtout, parce que ces insectes ne savent rien faire. Littéralement. Elles ont perdu la capacité à effectuer des tâches simples, comme aller chercher de la nourriture ou entretenir le nid. Elles préfèrent faire des raids pour enlever des larves ennemies qui, une fois adultes, feront tout le sale boulot pour elles. Mais du coup, comment ça marche les raids? Alors, les fourmis amazones vont aller devant un nid ennemi, souvent abrité par une espèce appelée Formica. Une fois arrivées à destination, elles vont diffuser des phéromones de propagande. Sans entrer dans les détails, cette substance va paniquer les ennemis et les empêcher de s'organiser pour se défendre. Les amazones en profitent et volent les larves, les nymphes et les œufs du nid pour les ramener chez elles. Une fois arrivées à leur fourmilière, les amazones vont bombarder les œufs de leurs phéromones. Et comme les larves n'ont pas encore d'odeur, à leur naissance, les fourmis kidnappées vont croire qu'elles appartiennent à la colonie des amazones, vu qu'elles ont la même odeur. Elles seront ensuite réduites en esclavage et passeront le reste de leur vie à s'occuper des fourmis amazones. Oui, c'est un peu horrible, mais si vous préférez quelque chose d'un peu plus subtil, il y a toujours la fourmi Myrmica cariavi, une sorte d'agent infiltré. Elle va se camoufler grâce à ses phéromones pour se faire passer pour un membre d'une colonie voisine. Une fois qu'elle arrive dans le nid, les soldats pensent que c'est une collègue. Elle la laisse donc entrer. Une fois dans la fourmilière, les ouvrières accueillent l'invité, loin de se douter du drame qui va se produire. La fourmi infiltrée en profite pour voler les stocks de nourriture de la colonie. Et pour achever le travail, au moment où elle se rapproche de la reine, elle lui tranche la tête.
S'il n'y avait qu'une seule reine dans le nid, la colonie est condamnée, vu qu'elle ne peut plus produire d'œufs. Un seul insecte vient de condamner tous une fourmilière. Mais vous inquiétez pas, j'ai encore mieux. Parce que pour l'instant, on n'a parlé que des raids et des attaques plutôt silencieuses. Il se passe quoi pendant les affrontements directs ? Entre les deux nids ennemis, la guerre se prépare. Les colonies augmentent leur nombre de soldats. Des dizaines de milliers de fourmis sont prêtes à s'affronter. Grâce à leurs mandibules et à l'acide formique, elles injectent ce liquide dans les blessures de leur adversaire. La mort est rapide et très douloureuse. Les fourmis maraudeuses ont des méthodes tout aussi cruelles. Elles vont saisir les pattes d'un ennemi pour les arracher une à une. Les blessées, elles, rentrent au nid au plus vite pour être soignées. Si elles sont amputées, 24 heures plus tard, au lever du jour, elles doivent quand même reprendre leur poste. Parce que oui, la guerre est très ritualisée. À la tombée de la nuit, certaines fourmis battent en retraite et reprennent la guerre le lendemain. Chez d'autres espèces, comme les capybaras, les ouvrières s'organisent comme des soldats de l'Antiquité, avec des formations presque militaires. Mais la guerre peut aussi être un peu moins brutale. On a par exemple des fourmis qui organisent des duels entre les membres les plus forts de la colonie. C'est un peu plus malin, parce que mine de rien, la guerre, ça coûte cher. Environ un tiers de la colonie perdue, près de 10 000 victimes par jour, le plus souvent des ouvrières. C'est de la main-d'œuvre perdue qui ne pourra pas s'occuper de la reine. Et les fourmis le savent. C'est pour ça que les vainqueurs de la guerre adoptent les fourmis perdantes pour réduire les pertes. Et la reine dans tout ça, soit elle fuit, soit elle se fait tuer. Dans des cas plus rares, la colonie gagnante adopte aussi la reine pour élargir encore la fourmilière. Et d'ailleurs, les conflits, il y en a pas qu'entre les colonies. Parfois, c'est au sein même du nid que des affrontements éclatent. Pour succéder à la reine par exemple, lorsqu'elle sent qu'elle va bientôt mourir, elle va libérer des substances chimiques particulières. Et quand les ouvrières s'en rendent compte, c'est fini. Maintenant, c'est la guerre du trône. Les fourmis commencent une sorte de civil war, et les ouvrières se mettent à se découper la tête ou le thorax entre elles. Mais les affrontements peuvent aussi se faire entre insectes, avec leur plus grande rivale, les guêpes. Quand les fourmis ont besoin de nourrir leurs larves, les guêpes sont souvent leur cible préférée. Et pour accéder aux nids, qui sont souvent en hauteur, elles peuvent faire ça. Une sorte de pont, tout ça pour aller racketter des guêpes. Bien sûr, il y a plein d'autres méthodes de combat. Colobopsis exploden, par exemple, c'est une fourmi kamikaze. Son abdomen est rempli d'un liquide toxique. Et elle l'utilise d'une manière un peu spéciale. Piquer ses proies avec ce liquide ? Non, c'est pas assez original. Elle préfère plutôt s'auto-exploser pour libérer le liquide et tuer tous les insectes autour d'elle. Si on se rend en Australie, un pays avec des animaux pas dangereux du tout, on remarque des fourmis avec un dard venimeux, un peu comme la fourmi balle de fusil, qui possède une des piqûres les plus douloureuses du monde. Pour vous donner une idée, ce mec, John O. Schmidt, qui a établi une échelle de 0 à 4 de la douleur provoquée par des piqûres d'insectes, a comparé la piqûre de cette fourmi à, je cite, « marcher sur des braises avec un clou de 7 cm et demi planté dans le talon ». Au-delà du fait que ça soit bizarrement précis, il va falloir vous accrocher, parce que cette sensation peut durer jusqu'à 24 heures. Et cette piqûre, elle l'utilise sur qui ? D'autres fourmis ? Perdues sur des éléphants. Alors non, dans ce cas, on parle plutôt de la fourmi électrique, qui a pour habitude, avec toutes ses collègues, de piquer les yeux des éléphants avec du venin, ce qui peut parfois aveugler complètement l'animal. Mais même si elles sont souvent très cruelles, les fourmis savent aussi se réconcilier. Si les deux camps font égalité, ça arrive que les insectes donnent des offrandes à leurs adversaires, comme de la nourriture. Il y en a même qui embrassent carrément leur ennemi. Comme quoi, même les insectes les plus violents savent parfois enterrer la hache de guerre. Maintenant, faut que je vous avoue quelque chose. Vous vous souvenez quand j'ai dit ça ? Mais même si je vous présente les super colonies comme une sorte de civilisation miniature, certaines d'entre elles sont un énorme problème. Eh ben, il est grand temps d'en parler. Parce qu'en vérité, les plus grosses guerres de fourmis sont pas naturelles. Les guerres entre super colonies, c'est de notre faute. La fourmi d'Argentine, par exemple, a profité des échanges commerciaux entre son pays et la côte sud des États-Unis, colonisé les USA dès 1891. Et c'est pas fini, elle atteint l'Europe en 1904, l'Afrique du Sud en 1908 et l'Australie en 1939. Elle a envahi tous les continents, à un tel point que la plus grande super colonie de fourmis d'Argentine se trouve en Europe du Sud, et elle s'étend sur plus de 6000 km. Pourquoi c'est grave ? Parce que la fourmi d'Argentine n'est pas une espèce indigène en Europe. Résultat, elles ont presque aucun prédateur sur notre continent. Et quand deux colonies de fourmis d'Argentine se rencontrent, elles ne font pas la guerre, elles s'unissent. Elles attaquent en masse les végétaux et les autres insectes, à un point où les fourmis d'Argentine sont dans le top 10 des espèces les plus menaçantes de la planète.
avec des dégâts sur l'environnement qu'on estime à 70 milliards d'euros. Tout ça, c'est en grande partie notre faute. Alors oui, on pouvait pas prévoir que des échanges commerciaux entraîneraient une catastrophe de ce genre, mais s'il y a bien un responsable dans toute cette histoire, qu'on le veuille ou non, c'est nous. Mais malgré tout ça, les fourmis jouent un rôle considérable dans la stabilisation de la biodiversité. Elles protègent certains arbres des parasites, consomment 14 500 tonnes d'insectes par an, certaines espèces peuvent même disperser et faire germer des graines. Elles aident même dans la pollinisation. Et c'est pas fini, tous les arguments que je viens de vous citer sont qu'une infime partie de toutes les bonnes choses que les fourmis apportent à la nature. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et même si les fourmis peuvent paraître cruelles, sanguinaires, c'est à nous de les protéger et de les réguler. Parce que même si ces insectes peuvent paraître insignifiants et minuscules, leur impact, lui, est gigantesque. En une dizaine de minutes, j'ai réussi à vous présenter les bases de ce qui est peut-être la société d'insectes la plus intéressante. Le terme civilisation serait peut-être un peu exagéré, mais on a quand même sous nos yeux un des systèmes les plus évolués du monde des insectes. Un système avec des dirigeants souvent trop peu actifs, mais qui gouvernent à eux seuls toute une armée. Un système avec des guerres atroces, des massacres, des populations réduites en esclavage. Un système avec de la paix, de la cohésion et de l'organisation sociale. Un système parfois cruel et injuste, mais parfois tellement beau et fascinant. Dites, ce système, il vous fait pas un peu penser à nous ?